Et le dernier truc, donc, c'est pour un même gène donné, vous allez pouvoir détecter les transcrits alternatifs. Et donc pour faire ça, vous allez utiliser des jeux d'amorces différents. En effet, vous allez vous situer au niveau du gène, donc c'est de l'ADN, et votre ADN, il va être transcrit. Et donc, une fois qu'il y a une transcription, vous allez avoir un pré-ARNM. Ce pré-ARNM, ça va être une copie de votre ADN génomique qui va contenir à la fois des exons et des introns. Et ensuite, vous allez avoir une maturation de votre ARNM où vous n'aurez plus que les exons. Et vous aurez donc cet épissage alternatif où vous n'aurez que certains exons et donc plusieurs protéines possibles pour un même gène. Est-ce que c'est clair ou pas, ce dernier point? Oui, parfait. Vous n'hésitez pas à dire si vous voulez que j'essaie de vérifier que autrement, d'accord? L'épissage, juste pour noter, l'épissage, ça a lieu... Où est-ce que ça a lieu, l'épissage, si vous avez une idée? Est-ce que ça a lieu dans le noyau, dans les cytoplasmes? Yep, dans le noyau. Et donc, ça va faire intervenir beaucoup de protéines. Et donc, ces protéines, en fait, elles vont être au sein d'un complexe qu'on appelle le spliceosome. OK? On va passer à la question suivante. Quelles techniques permettent de détecter des ARN? Il y en a 3 grandes, on va dire 4. Madame? Oui. Excusez-moi, juste vous pouvez revenir à la diapo d'avant, s'il vous plaît? Oui. J'ai une question. RT-PCR et RT-qPCR, c'est la même chose? Non, on va voir ça juste après. La QRT-PCR, ça va être la suite de la RT-PCR. On ne fait pas de QPCR sans RT-PCR. D'accord, merci. Pas de souci. La RT-PCR, ça va être semi-quantitatif, alors que la QRT-PCR, ça va être quantitatif. Et très souvent, on ne s'arrête jamais à la RT-PCR en recherche, on fait vraiment des QRT tout le temps. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de réponses, pas de souci. Plein de réponses pour la suite. Alors, en effet, on va avoir une œuf en bloc. On va également avoir... Alors, c'est pas la PCR, c'est plus exactement, Raphaël. C'est la PCR, mais un petit dérivé, parce que tu parles d'ARN. Et la PCR, c'est à partir d'ADN. C'est pas la PCR, c'est la question juste avant. Ouais, parfait. La RT-PCR ou la QRT-PCR et l'hybridation in situ. Bah écoutez, vous m'avez sorti les 3 techniques, vous êtes au taquet. Donc, on passe sur nos formes blocs. Je vous rappelle assez rapidement. Vous allez extraire votre ARN. Comment vous extrayez votre ARN? Soit vous utilisez des kits, et ça c'est rapide. Soit vous utilisez des sortes de colonnes avec une chromatographie d'affinité, ou bien ça revient un peu la même chose pour les kits, ou vous allez pouvoir récupérer vos ARN via des oligo-TT qui vont récupérer vos ARN via leur queue polaire. Soit vous faites la vieille technique, qui fonctionne vraiment très bien, qui est à base de phénol, chloroforme, isopropanol, tout ça. Donc une fois que vous avez ensuite extrait votre ARN, vous allez réaliser une électrophorèse, on verra dans quelles conditions ensuite, et vous allez pouvoir séparer votre ARN en fonction de la taille. Plus votre ARN est petit, plus il va migrer vite, plus on l'aura en bas du gel. Plus il est grand à l'inverse, plus il sera en haut. Ensuite, vous allez transférer sur une membrane et utiliser des sondes, donc soit par radioactivité, réaction enzymatique ou même par fluorescence, qui donc ces sondes vont venir cibler sur des ARN et vous pourrez visualiser. Est-ce que vous avez des questions sur nos formes? Ok, on passe à la suite. De toute manière, il y aura d'autres trous dessus. Hybridation in situ, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait proposé. Donc hybridation in situ, il y a vraiment plein de trucs différents. Là, je voulais juste présenter la fiche parce que c'est une qui est plutôt bien connue et qui est pas mal utilisée, ne serait-ce qu'à l'hôpital. Donc là, vous avez vos cellules que vous voulez analyser, que vous dénaturez. Sinon, à côté de ça, vous avez votre gène cible. Vous allez venir le couper avec une DNase. Et dans votre mixture, vous aurez des oligo-DT qui vont être marqués. Encore une fois, ça peut être marqué de différentes manières. Ces nucléotides vont venir s'intégrer dans votre gène. Ensuite, vous allez dénaturer. Puis vous allez mettre en contact vos cellules à analyser et ces séquences avec des oligo-DT marqués. Ça va s'hybrider. Et ensuite, vous avez plusieurs techniques, mais vous pouvez utiliser donc un anticorps, puis donc avec la fluorescence pour localiser. La différence avec le F1 c'est que pour l'hybridation in situ, vous pouvez localiser. Donc là, ici, ce que vous voyez à droite,
c'est un karyotype qui est utilisé, qui a été réalisé donc avec l'hybridation in situ. On a pu voir donc les différents chromosomes. On a pu classer les chromosomes avec leur couleur. Sinon, ça, c'est énormément utilisé pour mettre en avant différentes maladies génétiques, comme par exemple la trisomie 21. OK? Et donc, j'ai vu qu'on avait proposé une dernière technique. Pas de questions sur l'hybridation in situ? Vous pouvez juste... Pardon. Est-ce que vous Dis-moi. pouvez juste répéter le début parce que j'ai pas trop Le suivi. début, Oui. tu as ton gène où tu vas venir le couper avec des DNase et tu vas avoir des nucléotides qui sont marqués. Ces nucléotides marqués vont venir donc réparer ton ADN. D'accord? Ensuite, tu as des cellules que toi, tu vas analyser. Tu vas les fixer, etc. Et tu vas donc dénaturer. Et après, tu vas mettre en contact des cellules qui sont marquées, enfin qui sont fixées avec ton ADN qui est dénaturé, avec tes séquences qui sont marquées. Forcément, les séquences complémentaires vont venir s'hybrider sur ton ADN, et donc tu n'auras plus qu'à venir les marquer, les repérer avec un anticorps et fluorescence. Est-ce que c'est plus clair? D'accord. Merci. Pas de souci. Non, la dernière technique, du coup, c'est la reverse transcription, suivie de la QRT. Donc, pour la reverse transcription, vous partez d'un ARN. Vous allez avoir un primer qui va venir donc s'hybrider sur la queue poly-A. Ensuite, vous allez avoir donc, ce qu'on appelle la reverse transcriptase qui va venir compléter, et donc vous allez avoir une élongation. Et donc là, vous allez passer sur un ADN simple brun. Donc la transcriptase vient compléter, et à la fin, vous retrouvez donc, pour l'hybridation, le brin actif, c'est le brin complémentaire ou celui qui vous intéresse. C'est celui qui est complémentaire, c'est celui que tu mets en commun en fait. Après, dans tous les cas, tu auras dénaturé, donc il sera bien complémentaire de ta séquence fixée. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Donc, pour l'ART, à la fin, vous retrouvez et avec votre ADN complémentaire et donc avec votre ARN de base. Donc là, vous allez utiliser une RNase qui va venir manger en quelque sorte votre ARN récent. Donc, vous allez retrouver avec votre ADN-C simple brun. Et après, vous faites juste des étapes de PCR classique pour amplifier. Donc ça, c'est la reverse transcription. Ensuite, donc ça va permettre d'avoir un transcription quantitatif et de déterminer si oui ou non vous avez votre ARN. L'étape suivante, ce que beaucoup de personnes font, c'est la qPCR. La qPCR, si j'ai bien compris, vous n'avez pas vu comment ça fonctionnait en cours. Si je vous dis Cyber Green et Soon-Tachman, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non, non, je vous explique rapidement. En fait, une QRT-PCR, vous allez avoir ce type de résultat pour un échantillon. Vous avez cette courbe-là. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez avoir donc votre ADN-C, avec votre ADN complémentaire, tout ça, vous avez votre ADN double brun. Principe d'une PCR, ça va être dénaturé. Et en fait, dans votre mixture, vous allez avoir soit une sonde Tachman, soit du Cyber-Green. Et donc, la sonde Tachman, vous allez avoir ici un fluorophore, donc en rouge, et en noir, vous avez un suppresseur ou un quencher. Et les deux, en fait, sont sur une même séquence. Et donc, ces séquences-là, elles sont capables de s'hybrider sur vos séquences d'ADN. Donc, elles vont venir s'hybrider. Ensuite, si vous avez mis les bonnes amorces, etc., votre ADN va être amplifié. Si votre ADN est amplifié, vous allez donc avoir votre polymérase qui va venir ici et qui va commencer à élonguer le brin. Et en fait, quand elle arrive au contact de votre sonde, elle va venir en quelque sorte la couper. Ce qui fait que vous avez votre suppresseur qui est séparé de votre fluorophore. Votre fluorophore, étant donné qu'il est libre, il est capable de mettre une fluorescence. Donc, si au début, donc, on va dire les 5 premiers cycles, vous allez avoir donc cette fluorescence qui est ici. Mais une séquence qui fait une fluorescence, ce n'est pas forcément détectable par l'appareil. Donc, vous allez vous situer là, ce qu'on va appeler le bruit de fond. 5e cycle, 6e cycle, 7e cycle. Et en fait, cette ADN-C, donc à la base ARN, vous l'avez en grande quantité. Donc, on va dire que ça sort dès le 10e cycle. Quand on dit que ça sort, c'est-à-dire qu'en fait, au bout du 10e cycle, vous allez avoir tellement de séquences
que cette fluorescence, elle va être détectable. Et donc, vu qu'elle est détectable, là, ça va commencer à monter. Ça, c'est l'intensité de fluorescence, ce que vous voyez en ordonnée. Donc, 10e cycle, ça commence à augmenter. 11e cycle, forcément, ça monte. Vu qu'on est en PCR, c'est une phase exponentielle. Vous êtes dans la croissance exponentielle. Donc, mais le chiffre qu'on retient, c'est quand est-ce que c'était détecté. Donc, ça ici, ça va être à peu près 10, ok. Et donc, à la fin, donc, si généralement vous faites 35 cycles, 30 à 35 cycles, même 40 généralement, 35 cycles, on va dire au 35e cycle, en fait, ok, vous avez beaucoup votre ADN, mais vous n'avez plus assez de sondes Tachmann. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a plus assez de sondes, bah forcément, il y aura moins d'hybridation. Et donc, vous arrivez donc à saturation et vous allez rentrer dans une phase de plateau. Est-ce que c'est clair ou pas? Le Cyberbrain, c'est à peu près le même principe. Ça se fixe et après, une fois que c'est déplacé de votre séquence, ça va mettre en fluorescence. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, passer à la suite. Je pense que la suite, c'est peut-être l'exercice et puis. Ah bah non. Donc là, on va revoir vite fait les techniques. Donc je vous ai parlé, enfin vous m'avez même proposé le Nothing Blood, l'hybridation in situ, l'RT-PCR et la QRT-PCR. Il faut savoir que les 4 techniques sont différentes, que vous n'avez pas utilisé les 4 pour la même chose, que ça va dépendre également des moyens de votre laboratoire et aussi surtout de ce que vous voulez faire. Il faut aussi se dire que chacune des techniques a les contrôles qui vont avec. Donc selon les contrôles, ça peut être plus ou moins intéressant de faire une autre technique. Donc vous avez le Nothing Blood, donc, qui va permettre de séparer les transcrits, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la taille et de leur abondance relative. Et donc, ça va permettre en évidence surtout des transcrits alternatifs, dans le cas d'épissage alternatif. L'hybridation in situ, c'est pour localiser un transcrit d'intérêt, vous allez avoir l'endroit. La RT-PCR, donc ça va être un aspect semi-quantitatif, c'est pour ça qu'on va plutôt faire la QRT-PCR. Vous aurez le niveau d'expression d'un gène à un tel moment. Le matériel biologique de départ est différent également selon les techniques. Pour le Nothing Blood, la RT-PCR et la QRT-PCR, vous allez partir d'extraits d'ARN, de cellules ou de tissus. Alors que pour l'hybridation in situ, vous pouvez partir directement de l'organisme. Donc forcément, les principales étapes, normalement, vous les connaissez. Pour le Nothing Blood, ça va être une électrophorèse et ensuite vous transférez et vous révélez. L'hybridation in situ, ça va plutôt dépendre de où est-ce que c'est exactement votre matériel de départ. Souvent, ouais, pour ce qui est écrit, vous faites des coupes et vous les fixez ensuite. Pour la RT-PCR, vous extrayez, vous faites votre reverse transcription et ensuite c'est des PCR. Et là, par contre, ça finit par un jeu d'électrophorèse. Tandis que pour la QRT-PCR, c'est juste une PCR et en fait, ça va être une grande machine qui va vous montrer les courbes. Vous n'avez pas du tout de gel à faire. Vous avez juste une plaque à préparer. Et donc après, les spécificités, ça va être toujours une onde oligonucléotidique pour hybridation in situ et Nothing Blood, alors pour que la QRT-PCR et la RT-PCR, ça va être des amorces qui vont être spécifiques. Et donc, vous pouvez révéler le signal de façon différente. Donc, pour Nothing Blood et hybridation in situ, ça va être la fluorescence, la radioactivité ou l'activité enzymatique. Tandis que pour la RT-PCR, ça va être le BET ou l'UV. Forcément, donc le BET, c'est un intercaleur de l'ADN. Donc, vous pourrez voir sur gel. Et donc, la QRT-PCR, c'est la fluorescence. Ça va avoir Tachmann, c'est toujours par fluorescence. Si j'ai bien compris, vous avez des diapos, là, 16, 18 et 20, où tout est précisé avec avantages et inconvénients. Est-ce que c'est clair pour vous, là, cette question sur les techniques? On passe à la suite. Allez. On attaque le Nothing Blood. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée du type de gel et des conditions qu'on utilise pour réaliser un Nothing Blood? Donc, pour rappel, Nothing Blood, c'est un séparant en fonction de la taille. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, on utilise un gel d'agarose. Ouais, condition de nature, parce que même si l'ARN, au final, c'est simple brun, vous pouvez toujours avoir des structures secondaires. La seule différence, c'est que là, normalement, je crois que vous fixez du formaldéhyde, parce que ce qui est utilisé pour dénaturer l'ADN, c'est toxique. Ça dégrade l'ARN. Donc, on utilise bien le formaldéhyde. Et surtout, on fait très attention à comment on travaille, parce que vous avez des RNA partout, sur les doigts, etc. Si vous laissez vos gants un peu trop longtemps, c'est pareil. Donc, faites très attention et d'éviter la dégradation. On passe à la question suivante. Donc, comment les ARN sont transférés? Depuis de l'exode. Oui, pas de problème. Donc, le type de gel, c'est que tu vas travailler sur un gel d'agarose.
en conditions dénaturantes. Parce que même si ton ARN est simple brun, il va pouvoir former des structures secondaires. Donc le fait de dénaturer, ça va casser ces structures secondaires. Et deuxièmement, on dénature avec du formaldéhyde, comme le disait Romain. Et je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, puis bien sûr, travailler donc en conditions RNA free. Alors, comment je transfère mon ARN du gel sur la membrane de nylon? Est-ce que quelqu'un a une idée? Là, vous avez le gel, là, vous avez la membrane. Par capillarité sur membrane, bah écoute, parfait, Romain. C'est bien, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou non? Juste, on fixe le résultat donc avec les UV. C'est une étape qu'on appelle une étape de cross-linking. Ça permet bien de fixer et de garder votre résultat. Ouais. On passe à l'exo 3. Donc pour l'exo 3, on va travailler sur la PCLD. Donc la PCLD, c'est une maladie qui est génétique avec transmission autosomale dominante. Donc c'est causé par plusieurs familles, par des délétions de plusieurs exons. C'est plutôt ça qu'il faut vous retenir. Donc ça a des délétions de plusieurs exons du gène PRK-CSH. Étant donné que le gène est un peu long, on va lui dire PRK. Je suis sûre que vous captez que c'est PRK-CSH. Donc du coup, vous savez que le gène PRK-CSH, de base, il est composé de 7 exons. Et donc ça va coder pour l'hépatocystine, mais ça pour moi, c'est pas très important pour notre exercice, mais c'est bien pour la culture générale. Donc, votre gène PRK est composé de 7 exons. Évidemment, là, le but, ça va être d'étudier dans cette maladie. Donc, ils vont développer une souris hétérozygote avec un allèle sauvage, un allèle mutant. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que l'allèle mutant, il va porter une délétion sur les exons 4 à 6. D'accord? Donc là, ils vont analyser les foies de souris. Donc, des souris sauvages et des souris mutantes. Et donc, pour ce qu'ils en font, ils vont réutiliser une sonde qui a une séquence complémentaire de l'exon 1. OK? Alors, si je regarde en A, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ces deux bandes blanches? Ici, là, 5 kilobases, il y a 3 kilobases. Yes, les ARN ribosomiques. Est-ce que quelqu'un a une idée de quel ARN ribosomique ça peut être ou pas du tout? Parce qu'on sait que les ARN ribosomiques, ça compose 80% des ARN d'une cellule. Ouais, ils sont gros et nombreux. À notre avis, il y a 3 kilobases, donc c'est lesquels? C'est lequel? Alors, 24F, non, pas tellement. En fait, on va avoir la 18F. L'ARN 18S à 3 kilobases et vous allez avoir l'ARN ribosomique. Donc, comme je vous disais, les ARN ribosomiques, c'est la majorité des ARN d'une cellule, donc environ 80%. Et donc, chez les eucaryotes, parce que c'est totalement différent chez les bactéries, vous avez une grande sous-unité ribosomique 60S et une petite qui est 40S. Alors, on passe à la question suivante. À votre avis, qu'est-ce que c'est là, cette coloration blanche en dessous? Madame, vous avez dit 60 et 40 S, c'est ça? Ouais, la Ok. grande c'est 60S. Elle est constituée par différentes protéines et des ARN ribosomiques. Et donc, elle est constituée par les ARN ribosomiques 5S, 8S et 28S. Madame, je suis perdue. Ouais, dis-moi. J'ai pas compris. Vous pouvez refaire une synthèse de à quoi ça correspond les bandes très blanches et intenses? Les traits blanches, en fait, ça correspond aux ARN ribosomiques. C'est 80% des ARN d'une cellule. Et donc là, juste ce qu'on voit, donc on regarde à 5 kilobases et à 3 kilobases. Et à 5 kilobases, c'est l'ARN ribosomique 28S, alors que à 3 kilobases, pardon, c'est 18S, et à 5 kilobases, c'est 28S. C'est juste ça. Et après, je parlais juste de façon générale que chez les eucaryotes,
vous avez une grande sous-unité et une petite sous-unité. Et que ces grandes et petites sous-unités étaient constituées et de protéines et d'autres ARN ribosomiques. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Oui. Donc, maintenant, la question suivante. On vous demande ce que c'est la coloration blanche, donc qui n'est pas distincte. Là en dessous, là, vous voyez une sorte de coloration blanche. Vous ne voyez pas donc de bande fixe. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Non, ça ne va pas être les ARN totaux. Parce qu'au final, les ARN totaux, bah, soit ils vont tout en haut, mais enfin, ils ont différentes tailles. Donc, ils vont quand même migrer. Et donc, si on arrive à les distinguer, c'est qu'ils sont en grande quantité. Et la somme des autres ARN ne sont pas en assez grande quantité pour qu'on puisse les distinguer. C'est vraiment les ARN ribosomiques qu'on va pouvoir voir. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Enfin, vous voyez vraiment une sorte de truc flou et ça fait une traînée. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Tout à l'heure, je vous ai parlé de travailler en conditions RNA-free. Et en fait, quand vous ne faites pas attention, bah, vous allez trouver ça, en fait, ce qu'on appelle un SMIR. Est-ce que vous connaissez ou pas? Là, ici, là, ce qu'on voit, ça s'appelle un SMIR. Donc, ça s'écrit S-M-E-A-R. Et donc, en fait, c'est juste de l'ARN qui a été dégradé. OK? Donc, c'est sans doute que votre ARN, il a été contaminé par des RNAs. C'est clair ou pas? On vous demande de proposer une hypothèse pour expliquer la différence des bandes révélées avec la somme des exons 1 en exact et en mutant. Donc, c'est-à-dire que là, ici, ils ont fait leur assemblage et ils ont pu voir différentes choses. Donc, ils ont pu voir une bande là, ici, à 8 kilobases, donc qui correspond à votre transcript PRK/SH. Et en fait, chez le mutant, vous voyez deux bandes. À votre avis, pourquoi il y a deux bandes déjà? Voilà, vous allez avoir les deux allèles. Donc là, vous avez l'allèle sauvage et l'allèle mutant. Et donc, ces bandes sont plus fines. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être là, cette bande à 1 kilobase? Vous savez que votre sonde, elle s'hybride sur l'exon 1. Et vous savez que votre mutant, il n'a pas les exons 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce que ça peut être là, 1 kilobase? Ouais, c'est l'ARN de l'allèle mutant. Mais plus exactement. Là, autrement dit, là, ici, ça va être, vous avez votre sonde qui va se poser sur votre gène PRK. Mais du coup, vous avez, ouais, il n'y a pas les exons 4, 5, 6. Mais là, le white type, du coup, la taille à 8 kilobases, ça va être les exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 1 kilobase, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quel exon qu'on distingue qui vont faire cette taille-là? Bah, pas uniquement le 1, parce que potentiellement, il a les autres. Il n'a pas les 4, 5, 6. Ça peut être 1, 2, 3 et 7. Et plus exactement, on ne sait pas si le 7 également. Donc si ce n'est pas 1, 2, 3 et 7, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Donc ça, en fait, ça va être vos deux hypothèses, pardon. Donc, on reprend. Qu'est-ce que c'est de conversation? Je ne sais pas où vous mettez. Donc, vous avez l'ADN génomique, puis ensuite votre ARN. Et donc, vous avez donc les exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votre sonde qui s'hybride sur l'exon 1. Donc, c'est ce que vous apercevez ici. Pour l'ADN mutant, deux choses possibles. Soit vous avez l'ARN 1, 2, 3, 7, soit vous n'avez pas cet exon 7. Et en fait, ce que vous allez chercher à savoir, vous allez essayer de déterminer est-ce que j'ai l'exon 7 ou non dans mon transcrit là, qu'on remarque à 1 kilobase. Donc ça, on garde ces deux hypothèses en tête. Que ça va être la question, je crois que dans deux questions, c'est ça.
Donc, on reprend. Question 4. On peut voir qu'ils ont utilisé une sonde GAPDH sur ce même 900 volts. Donc, ici. À votre avis, pourquoi ils ont utilisé cette sonde GAPDH et qu'est-ce que ça vous permet de dire? Vous Que vous avez... pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Excusez-moi. Ouais, pas de problème. Merci, c'est bon. C'est bon? Oui. La sonde GAPDH, votre avis, c'est quoi le GAPDH? Pourquoi on regarde la GAPDH? Parce que techniquement, là, c'est un peu aucun rapport avec... Ouais. Donc en fait, ça va être votre témoin. Ça va pas être le gène du ménage, ça va être plutôt votre témoin. En fait, ça va être un gène qui est exprimé de façon ubiquitaire. Et donc, ça vous permet de déterminer si votre expérience, elle s'est bien passée. Ça vous permet... Là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que chez vos mutants, vous avez une bande, donc, pardon, chez la souche sauvage, vous avez une bande, et chez mutant, vous avez une même bande. Et donc, ces bandes, elles sont de la même épaisseur. Alors, la machinerie cellulaire a un problème. Alors que chez la machinerie cellulaire a un problème. Là, c'est juste pour, c'est un contrôle d'expérience, en fait. Ça permet juste de dire, OK, si j'ai deux bandes, on pense que la GAPDH, elle n'est pas du tout touchée par la mutation, donc on va choisir ce gène. Et on voit que les bandes sont de la même épaisseur. Donc, ça veut dire que dans mes puits, j'ai déposé à peut-être exploité. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, ça, c'est sur un même gel. Donc, c'est pour ça que vous savez que vous allez déposer la même quantité. Parce que si vous dites que là, vous ne voyez pas la même quantité, bah, ça ne veut pas dire qu'ici, il y en a moins. C'est juste que vous n'avez pas déposé la même chose. Est-ce que c'est clair? C'est un contrôle d'expérience de l'expérience est bien passée, je peux analyser mon test. Est-ce que vous avez compris? Donc, je rappelle les hypothèses. On a dit que soit hypothèse 1, chez mon mutant, j'avais pour le gène PRK les exons 1, 2, 3 et 7, soit hypothèse 2, seulement les gènes, les exons 1, 2, 3. Donc pour distinguer laquelle des hypothèses est bonne, vous allez réaliser une RT-PCR. Comment vous pouvez déterminer quelle conformation est la bonne? Est-ce que vous avez une idée? Comment vous allez pouvoir discriminer telle ou telle hypothèse? En fait, vous allez utiliser des amorces, différentes amorces pour pouvoir déterminer quelle hypothèse est la bonne. Comment vous allez pouvoir faire? Quelles amorces vous pouvez choisir? Donc en fait, vous pouvez, dans un premier temps, donc, choisir des amorces qui vont être à cheval sur différents exons. Donc par exemple, sur les exons 1 et 2, et l'amorce reverse sur l'exon 6 et 7. Parce que techniquement, chez Wild Type, en effet, vous allez avoir une amorce 6 et 7 qui va se mettre sur 6 et 7. Mais chez le mutant, il n'y aura pas 6 et 7 parce que de base, vous n'avez pas l'exon 6. Et vous allez également ensuite utiliser des amorces qui vont être voilà, sur deux exons différents. Donc, forcément, vous allez regarder également chez AL sauvage, parce que chez AL sauvage, donc, ça constitue votre témoin d'expérience. Donc, vous allez utiliser différentes amorces, donc soit à cheval, soit seulement sur les exons. Ces amorces, elles vont suivre et ensuite, vous allez réaliser la RT-PCR. Par exemple, on voit ensemble. Pour la AL sauvage, j'ai une amorce qui est fibrée dans 1 et 2 et une amorce en 2 et 3. Est-ce que vous attendez à avoir une bande? Est-ce qu'en 1 et 2, 6 et 7, vous attendez à avoir une bande? Oui, je suis toujours que chez le white type. On va faire en allant. Donc chez white type, oui.
1 et 2 et 7. « 1, 2, 3 et 7. Donc, c'est une amorce qui se met sur 3 et 7. Bah non. Pourquoi aussi? C'est une amorce qui se met à cheval sur 3 et 7. Donc, pour qu'elle se mette à cheval, une amorce, ça fait à peu près entre 20 et 30 paires de bases. Donc, pour qu'elle se mette sur 3 et 7, il faudrait que 3 et 7 soient collés. Or, chez le sauvage, vous avez 3, mais il y a 4, 5, 6, et donc 4, 5, 6 qui est fait par 7. Donc, est-ce que vous attendez à avoir une bande ici? Non, évidemment, ça fait entre 20 à 30. 20 à 30 paires de bases et on arrive un peu à pousser à 50, mais c'est ça, j'aime pas trop. En effet, il n'y aura pas de bande. Maintenant, on essaie de vérifier notre hypothèse 1. Amorce 1 et 2 et à cheval sur 2 et 3. À votre avis, est-ce que je vais trouver une bande? En effet, 1 et 2 et 6 et 7. En effet, parce que du coup, 1 et 2, donc elle vient d'hybrider. 6 et 7, bah, vous n'avez pas l'exemple 6, donc ça ne peut pas venir hybrider. 1 et 2 et 7. 1 et 2 et 3 et 7. Yes. On essaie maintenant de vérifier donc l'hypothèse numéro 2. 1 et 2 et 2 et 3. Est-ce que vous attendez à avoir une bande? Ouais. 1 et 2, 6 et 7. 1 et 2 et 7. Et 1 et 2 et ça s'hybride sur 3 et 7. En effet. Donc on vérifie les résultats tous ensemble. Pour la sauvage, vous allez bien avoir des bandes. 1 et 2, 2 et 3, 1 et 2, 6 et 7, 1 et 2, 7, et vous n'en aurez pas ici. Pour le mutant, vous aurez pour 1 et 2, 2 et 3, évidemment pas sur 6 et 7 parce que votre allié mutant n'a pas d'exon 6. 1 et 2 et 7, aucun problème. 1 et 2, 3 et 7, si votre hypothèse est bonne, en effet, vous aurez une bande. Et donc pour l'hypothèse numéro 2, vous aurez uniquement une bande pour exon 1 et 2 et exon 2 et 3. Donc, c'est ce que vous aurez comme résultat. Pour la position des bandes, vous faites juste en fonction de la taille. Vous ne mettez pas d'échelle, vous précisez juste. Enfin voilà, vous savez que 1 et 2, 2 et 3, ça va être plus petit, donc celle que vous allez retrouver le plus en bas. Ok? Donc on a fini l'exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Pas de questions? Oui, je t'écoute. Question 4. Pour la sonde GAPDH. On dit le GAPDH parce qu'on sait que ça ne va pas bouger dans beaucoup de conditions. Mais on peut également utiliser d'autres témoins, d'autres ARN, on sait que ça ne va pas, leur expression ne va pas changer. En fait, la GAPDH, vous allez juste la tester, ça va être sur votre gène. Et ça va juste en fonction de la taille que vous verrez. Si la taille de vos bandes est la même entre vos différentes conditions, ça veut dire que vous allez déposer la même quantité, le même nombre de microlitres dans vos puits. Et donc, ce que vous voyez là, ça veut dire que le reste est exploitable. C'est juste un contrôle de si j'ai bien déposé ou si j'ai mal déposé sur mon gel. C'est un contrôle technique. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? En fait, la GAPDH, tu vas l'avoir sur le même gel. Là, ils ont fait deux rectangles différents, mais c'est vraiment le même gel. C'est juste que c'est deux puits côte à côte.
Est-ce que c'est plus clair? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à l'exercice 4. Et avant de commencer à l'exercice 4, on va passer sur une toute petite partie courte. Parce que sinon, vous allez avoir du mal. Est-ce que si je vous parle de ARN interférence, ou plus exactement siRNA, microRNA, ça vous dit quelque chose? Mais non, je ne peux pas t'en sortir. Ça va le faire. Du coup, siRNA, la notion, vous la connaissez ou pas? Ouais, ça bloque l'expression d'un gène. Alors, comment ça marche en gros? Ça, je vais vous montrer. Ouais, c'est bon, t'as compris que ça bloque l'expression d'un gène, je vois pas en quoi c'est démoniaque. Ouais, ça mange l'ARN, un peu comme Pac-Man. Oui, messager. Allez, hop, je vous fais le petit cours. Bon, ça, c'est les diapos que vous verrez si j'ai bien compris jeudi. Je vous spoil les diapos, mais je vous explique pas celle-là, je vous explique la mienne, ok? Alors, il y a deux types. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, surtout sur ce point. Et vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris. J'essaierai d'expliquer autrement. Donc, pour l'ARN interférence, en fait, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les micro-RNA, donc les micro-ARN, ou les SI-ARN. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. La seule différence, c'est que les micro-RNA, ça va être de votre onde constitutive, ça va être dans vos gènes. Donc, vous allez avoir un gène, donc plusieurs gènes, qui vont coder pour ces ARN non codants, en fait. Alors que les siRNA, ça va être un apport exogène. Ça peut être un virus qui vous l'amène, ou ça peut même être l'homme, en fait. Nous, on va par exemple l'utiliser en biologie moléculaire. On va dériver cette chose. Donc, pour les microRNA, donc on va partir de ce point-là, vous allez avoir un gène qui va coder pour un microRNA. Ce gène va être transcrit. Et donc, vous allez retrouver avec un pré-microRNA, qui donc va avoir cette structure secondaire. Cette structure secondaire, vous allez voir, là, vous savez, tout ce qui balle, là, c'est ce qu'on appelle les jambes. Là, en bleu, vous avez votre séquence complémentaire. Alors, complémentaire de quoi? Cette séquence complémentaire est complémentaire de votre ARNM cible. Là, en rouge, vous avez ce qu'on appelle la tête. Ça va être en forme d'épingle à cheveux. Et la suite, ça va être juste ce qu'on appelle un passager. Ça va permettre d'amener votre séquence complémentaire tout en bas. Parce que si ça se retrouve seul dans le cytoplasme, un ARN simple brun, c'est dégradé par la cellule. Donc, on revient. Vous avez votre pré-micro-RNA, donc en forme un coup de clé, avec cette petite jambe. Vous allez avoir une endonucléase qui s'appelle DROCHA, qui va la prendre en charge et qui va venir couper cette petite jambe. OK? Et donc, après ça, vous allez retrouver avec votre pré-micro-RNA sans cette petite jambe. Vous êtes dans le noyau. Or, il ne faut pas être dans le noyau, il faut être dans le cytoplasme. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle l'exporting SAS, qui va venir chercher votre pré-micro-RNA et qui va l'amener dans le cytoplasme. Donc, dans le cytoplasme, vous allez vous retrouver donc, avec votre pré-micro-RNA. Et donc, dans le cas d'un siRNA, qui est amené par l'humain, par virus, etc., vous avez juste cet ARN double bras. Donc, que ce soit un micro-RNA ou un siRNA, après, la suite, c'est la même. Vous allez avoir une autre endonucléase qui s'appelle dicer. D'accord? Et en fait, dicer, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle va venir couper ici la tête. Donc, vous allez retrouver avec votre micro-RNA double bras. Donc là, il est mature. Dicer ne va pas venir couper la tête de votre ARN double bras parce que vous n'avez pas de tête, mais il va venir couper les séquences accompagnatrices. C'est juste des séquences qui n'étaient pas nécessaires. Une fois que vous avez votre micro-RNA mature ou votre siRNA mature, on ne va pas rester tout seul dans le cytoplasme. Vous allez avoir un grand complexe qui s'appelle RISC qui va venir les prendre en charge.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Risque, il va venir les prendre en charge, et donc, il va enlever votre brin passager, donc c'est ce que vous voyez en rouge, soit il va le cliver, soit il va juste l'enlever, mais après, il ne va pas laisser votre microRNA tranquille dans le cytoplasme, parce qu'encore une fois, ça va être dégradé. En fait, il va continuer, et il va venir l'amener sur votre ARN messager, votre ARN messager cible. Et donc, en l'emmenant, hop, votre séquence complémentaire va retrouver du coup sa séquence complémentaire et va venir fibriller dessus. Et donc, une fois que cette séquence elle est bridée, alors vous allez avoir soit un clivage, soit une répression de la traduction. Au final, le résultat est à peu près le même. C'est juste que soit c'est un clivage, soit ça va être autre chose. Ça va être une dégradation de l'ARN ou quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'explication de la théorie. Pour le siRNA, c'est 100% complémentaire de votre séquence. Pour le microRNA, vous avez quelques séquences, comme là vous le voyez, qui ne sont pas complémentaires. Quelques bases qui ne sont pas complémentaires de la séquence, mais au final, le résultat est le même. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous voulez que je reprenne plus doucement ou pas? C'est bon, tout est clair. Oui, madame. Là, c'est quoi le brin passager, en fait? Le brin passager, en fait, c'est juste le brin qui va continuer, enfin, qui va être avec dans le cytoplasme avant qu'il soit retiré pour qu'il y ait séquence complémentaire. C'est dès que ça ne se retrouve pas en simple brin dans le cytoplasme et que ce ne soit pas mangé par ta cellule. Un accompagnateur un peu jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce principe? Drosha, il va venir couper ses jambes, et ses jambes ballantes là. Drosha coupe l'exportine, la même, et ensuite c'est risque qui fait reste. Mais après, je pense que vous avez pas mal de vidéos, je crois, sur YouTube, qui sont pas du coup forcément animées parce que c'est des vidéos. Et c'est peut-être un peu plus clair quand vous le voyez. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la théorie aussi, c'est bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de bloquer l'expression d'un gène. Donc, ça va se dégrader. C'est un mécanisme forcément qui dépend de l'ARN. Ça permet d'inhiber l'expression d'un gène avec surtout une grande spécificité de séquence. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, d'accord? Et donc, ça implique des ARN non codants. Il n'y a pas d'histoire de protéines dedans. Ah, et puis maximum, ça va faire 20 paires de bases. Là, ce que vous voyez, vous allez avoir la tête. Et donc, une fois que les jambes là, sont coupées, là, ces séquences-là, la séquence qui va venir s'hybrider, qui est complémentaire de votre ARN cible, maximum, ça fait entre 21 et 25 paires de bases. Ok? C'est vraiment des petites séquences. Donc, vous avez une étape d'initiation où les petits ARN double brin sont générés, donc à partir du grand brin. Et vous avez l'étape électrice, où c'est votre ARN qui vient se fixer sur votre séquence complémentaire. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en recherche, on a utilisé ce mécanisme naturel pour étudier l'expression des gènes et pour étudier surtout l'utilité et la fonction du gène. En effet, si vous mettez un siRNA, que vous enlevez l'ARN qui suit, là, vous n'avez plus cet ARN et vous allez pouvoir déterminer à quoi il servait avant. Vous voyez la logique inverse? Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, désolée. Pas de problème. Par rapport à la biologie, donc, vous avez les micro-RNA, etc. Ça sert à bloquer l'expression d'un gène, ça va dégrader votre ARN. Et donc en bio, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable d'utiliser cette technologie et donc de l'adapter. Si on veut étudier l'expression d'un gène ou voir en quoi il fonctionne en fait, à quoi il sert. Vous allez faire ce qu'on appelle donc la siRNA de votre ARNM. Comme ça, vous allez retirer l'ARNM en question. S'il n'y a plus d'ARNM, vous allez pouvoir déterminer à quoi il servait si vous l'enlevez. S'il n'y a plus quelque chose, vous pouvez déterminer à quoi elle servait quand elle était là. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les siRNA, les microRNA? Le système interféron. Non, de souvenir, pas du tout. Non, le système interféron, ça va être une grande cascade. C'est une grande cascade avec la voie NF-kappa-B qui va générer le système interféron, de souvenir. Par contre, pour la détection d'un ARN exogène, vous allez avoir les PAMP qui vont venir les reconnaître. Alors peut-être qu'il y a ce système qui se met en route, mais je suis même pas sûre. Mais je pourrais pas te répondre.
Mais le souvenir, non. Mais ouais, un système interféron, c'est vraiment toutes les voies annexes avec la nef capable, etc. Je suis sûre que vous avez déjà vu, c'était la grande cascade, non? À apprendre par cœur, non? Pas encore? En L3? Là, vous êtes en L2, hein? Ok. On passe à l'exercice démoniaque, pardon. J'en perds mes mots. Et alors? Je me trompe. Donc, exercice 4. Pour l'import nucléaire, les macromolécules ayant un poids moléculaire supérieur à 440 kg d'alcool ont besoin de transporteurs spécifiques de la superfamille des importines bêta 1. L'analyse fonctionnelle de l'importine bêta 1 spécifique, donc l'importine bêta 1, a été entreprise par une approche d'interférence ARN. Ça veut dire que le but, c'était de supprimer l'importine bêta 1. Donc pour cela, vous avez incubé, donc j'en fais ça chez Adrozo, vachement cool l'Adrozo, parce que ça coûte pas cher et que vous avez des résultats super rapidement. Enfin bref. Du coup, chez les Adrozo, vous les avez incubés avec des ARN double brin complémentaires, parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le siRNA, vous ne pouvez pas l'amener en simple brin, parce qu'il va être dégradé par votre cellule. Vous l'amenez toujours en ARN double brin. Donc, dans certaines cellules, vous allez rajouter cet ARN double brin complémentaire, donc de l'ARNM de l'importine bêta 1. Et vous avez réalisé une expérience de Moser blot. Donc là, ce que vous voyez en figure 1, c'est ici des cultures contrôle, et ici, en 3 et 4, pardon, des cultures où ils ont mis cet ARN double brin qui est dirigé contre la portine bêta 1. Okay, et donc, la première question, et donc la sonde qui a permis de révéler, c'est une sonde qui est spécifique du transcrit de la portine bêta 1. Et donc, la première question, c'est à quoi correspondent les bandes à 21-26 nucléotides dans les échantillons 3 et 4? Et comment est-ce qu'ils ont été générés? Est-ce que vous avez une idée? Déjà, est-ce que vous voyez des bandes précises? Est-ce que c'est... Yes, c'est les petits ARN interférents générés par DISA, en effet. Parce que DISA, il a fait quoi? Il a clivé le grand ARN. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'après, les petites pattes, la petite séquence qui restait, ça faisait entre 21 et 25 paires de bases. Et donc, vous voyez bien entre les différentes tailles. Donc, on passe à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut expliquer, par contre, l'absence de bandes noires ici, pour 1 et 2? Est-ce que vous avez une idée? Si là, en 3 et 4, c'est votre test. En 1 et 2, c'est quoi? Vous n'avez pas incubé, c'est les contrôles. Vous n'avez pas incubé avec ARN de bras. Et le fait que vous ne voyez pas, ça veut dire quoi? Que vous avez une idée. Le fait que vous ne voyez pas de séquence ici. Donc c'est un contrôle négatif et ça vous montre que vos cellules, naturellement, elles ne génèrent pas des micro-ARN complémentaires de votre importine bêta 1, enfin, du transcrit de l'importine de bêta 1. C'est votre témoin négatif. OK? Question 4. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de signal correspondant à l'importine bêta 1 à ce moment-là, qui a une longueur autour de 600 paires de bases dans ces échantillons? Pourquoi est-ce que vous ne la voyez pas? Ça trouve un peu bizarre cette question, mais... Alors, il a été dégradé ici. Après, est-ce qu'il a été 100% dégradé? On ne sait pas. Mais on devrait l'avoir dans les pistes 1 et 2, parce que c'est des cellules où on n'a pas, il n'y a pas de siRNA. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce qu'à votre avis, c'est une photo du gélantier, ça? Yes, c'est le problème. En fait, là, vous voyez que l'échelle, elle est à 21, 25 paires de base.
Donc, ils ont dû couper le gel et vous présenter cette photo-là. Mais en réalité, le gel, il devait être beaucoup plus grand. Et 600 paires de base, ça doit se situer là, parce que forcément, c'est plus grand que 21-25 paires de base. Donc, ça migre moins. En fait, c'est juste un problème de coupure du gel. Ok, vous n'avez pas une photo entière. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était un petit peu particulière. C'est compris pour tout le monde, juste cette histoire de... Mais en fait, on n'a pas pris tout le gel. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous savez que vous avez mis un FCRNA. Maintenant, le truc, c'est, ok, on veut vérifier qu'on a mis un FCRNA, donc on veut vérifier qu'on n'a plus le transcrit. Et comment on peut vérifier que vous n'avez plus le transcrit? Et du coup, votre but à la fin, c'était d'être sûr que vous n'avez plus de bêta 1 importé, ou d'importine bêta 1, dans ce sens-là. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est qu'ils ont utilisé un premier couple permettant d'afficher les séquences codant pour l'importine bêta 1 et un autre couple pour GAPDH. Donc, GAPDH qui est exprimé de façon ubiquitaire. Vous avez vos résultats ici. Je crois que vous avez une autre question, mais ça on a déjà vu ensemble. Donc la question suivante, après vous avoir présenté des résultats, on ne vous demande pas d'analyser la figure, on vous demande de donner les étapes du protocole de RT-PCR. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire les grandes étapes? Ou même me les dire. Je vous les ai expliquées tout à l'heure. C'est vraiment la peine d'écrire à ce point-là. Bon. Si on reprend. Vous faites une extraction d'ARN. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit utiliser les colonnes, soit utiliser les kits, soit utiliser les vieilles techniques. Du coup, ça marche vachement bien, ça. Hein. Ensuite, vous faites votre synthèse d'ADNC. OK? Pour la synthèse d'ADNC, vos ARNM, ils sont rétro-transcrits avec une transcriptase inverse. Et une fois que vous avez votre ADNC, vous utilisez une RNS pour supprimer votre brin mère, votre brin d'ARNM. Et ensuite, après ça, vous faites juste des étapes de PCR classique. Bon, PCR classique, je pense que vous connaissez. Dénaturation, puis ensuite vous faites dénaturation, hybridation, élongation. Mais bon, ça, je pense que c'est bon. Et après, vous faites sur plusieurs cycles. Donc forcément, s'il y a amplification et amplification exponentielle. Pas de problème sur les RT-PCR. Dites non, hein, si c'est bon. C'est bon? La seule différence avec une PCR, c'est que vous partez d'un ARN et vous utilisez la reverse transcriptase. OK? Alors, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. On vous demande d'interpréter les figures. Qu'est-ce que vous pouvez dire exactement? Donc, vous avez un test, forcément, je ne vais pas vous lâcher, vous avez un témoin. Témoin, vous savez bien que c'est la GAPDH. Donc, quand vous décrivez que vous répondez à une question, vous commencez par le témoin. Une fois que le témoin est OK, vous expliquez votre test. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur le GAPDH? Selon la condition. Donc, cellule sans incubation avec un siRNA, cellule avec un siRNA. Qu'est-ce que vous voyez entre les différentes conditions pour GAPDH? Est-ce que les bandes sont de la même taille? Elles ont la même intensité pour le GAPDH? Yes. Donc, ça veut dire que vous avez déposé la même chose, donc vous pouvez exploiter vos résultats. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'importine bêta 1? Dans le cas des cellules contrôle, vous avez bien une bande. Donc, ça veut dire que vous avez bien le transcrit de l'importine bêta 1 dans le cas de contrôle. Dans le cas ici, est-ce que vous voyez une bande, même très faible? Est-ce que vous ne voyez pas de bande? Est-ce que vous avez la même intensité d'un côté? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Donc, c'est cellules avec un siRNA. Vous voyez une faible bande. Franchement, elle est vraiment plus faible que l'autre. Donc ça vous montre quoi, c'est qu'elle soit plus faible? Est-ce que votre siRNA il a fonctionné? Il a l'air d'avoir fonctionné, ou pas? Voilà, vous avez moins de transcrits. Donc, ça veut dire que votre ARN double bras, si vous avez
mis à la fin, il est efficace pour induire la dégradation de l'ARNM, de l'importine. Et ça, dans vos conditions expérimentales. Néanmoins, vous voyez que vous avez quand même une faible bande. Donc ça veut dire que votre siRNA et votre manip, elle n'est pas efficace à 100%. Bon, je vous spoil, c'est jamais efficace à 100%. Majoritairement, vous arrivez à 90 grand max et vous êtes super content. OK? Enfin, j'ai jamais vu ça. Après, si vous me montrez, je suis contente. Hein. Alors, donc vous voyez que vous avez moins de transcrits. Là, la question, c'est, OK, j'ai moins de transcrits, mais est-ce que j'ai aussi moins de protéines? Parce que vous avez l'ADN, le gène, l'ARN, puis les protéines. Donc, vous savez que vous avez moins de transcrits. Potentiellement, donc, vous attendez à avoir moins de protéines. Donc, pour ça, ils ont fait quoi? Ils ont réalisé un Western blot. Et donc, ils ont fait la même chose. C'est juste qu'après, ils ont utilisé donc, un anticorps, soit spécifique de l'importine bêta 1, soit de la tubuline. Pourquoi ils ont utilisé la tubuline? Protéine ubiquitaire. Donc, c'est encore une fois votre témoin. Ah ben, j'ai répondu à votre première question. Bref, donc vous savez que la tubuline, c'est votre témoin. Est-ce que la condition est même? Est-ce qu'on peut analyser le reste? Dites-moi. Est-ce que la bande pour la tubuline est identique chez la souche, chez la condition contrôle et chez la condition? Madame, j'ai une question. Quand on Ouais. dit témoin et contrôle négatif, c'est la même chose. Témoin et contrôle, c'est la même chose. Après, tu peux avoir un témoin positif et un contrôle positif. Le synonyme, c'est témoin et contrôle. Après, positif ou négatif, tu peux mettre derrière les deux mots. Négatif, tu vas rien voir. Positif, tu auras toujours une bande. D'accord. Et donc, témoin, ça peut être positif ou négatif. C'est ça, comme le contrôle. Ok, merci. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est des contrôles de charge. J'appelle ça exactement comme ça. Des contrôles de charge. Donc là, votre contrôle il est bon. Donc, vous pouvez exploiter la suite. Là, ce que vous voyez, dans les conditions contrôle, est-ce que j'ai bien de la portine bêta 1? Est-ce que j'ai bien de la protéine importine bêta 1? Yes. Et donc, dans ma condition, dans mes cellules qui ont reçu un siRNA, comment il avance par rapport à votre condition contrôle? Il y en a, mais moins. En effet, vous avez moins d'intensité. Décrivez d'ailleurs d'abord ce que vous voyez et ensuite dites ce que ça veut dire en bio. OK? Là, ce que vous voyez, c'est que vous voyez une bande à plus faible intensité et plus fine. OK? Donc, vous voyez cette bande avec une intensité moins importante. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de protéines bêta 1 qui sont produites en condition de siRNA par rapport à la condition contrôle. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que votre utilisation de siRNA a entraîné une diminution de la quantité d'ARN importine bêta 1, mais également, du coup, indirectement, elle va également induire donc, une diminution de la quantité de protéines. OK? Il y a quand même un truc qu'il faut que vous sachiez, que vous reteniez, c'est que ce n'est pas toujours logique. En effet, là, ce que vous dites, c'est, bah oui, si j'ai moins de transcrits, forcément, je vais avoir moins de protéines. Et en fait, des fois, non. C'est pas parce que vous avez moins de protéines que vous aurez moins de transcrits, et c'est pas parce que vous aurez moins de transcrits que vous aurez moins de protéines. D'accord? Là, c'est une suite, la logique est parfaite, etc., mais c'est pas tout le temps comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites un siRNA, vous faites ces deux tests-là. Vous vérifiez le taux de transcrit et vous vérifiez les protéines. OK? Et donc là, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que, OK, votre siRNA, finalement, il a fonctionné, mais pas totalement. Et donc, le problème, c'est que cette expression résiduelle, elle pourrait cacher un phénotype. Le phénotype de j'ai plus d'importune bêta. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. OK? Donc, on va s'écouter la dernière question. À moins que vous ayez des questions encore sur la question 8. Si le moment de conclure, c'est l'efficacité de la méthode d'interférence ARN. Qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que ma technique de siRNA est efficace? Est-ce qu'elle est à 100%? Est-ce qu'il faut recommencer? Donc là, vous faites juste une conclusion sur votre transcrit protéine. Est-ce que d'une manière générale, votre technique a fonctionné?
En effet, ça a fonctionné. Mais est-ce que ça a fonctionné totalement? C'est ça. Elle a fonctionné, mais pas complètement. Bah, ça dépend de ce que tu cherches à montrer, je suis bien d'accord. En vrai, si là, tu as déjà un phénotype, si avec tout ça, tu vois déjà un phénotype, tu vas pouvoir conclure sur le rôle de l'importune bêta 1. Mais si finalement, tu vois aucune différence, c'est pas parce que l'importune bêta 1 ne servait à rien. C'est peut-être parce que même à en une toute petite quantité, elle est capable de réaliser son rôle. Vous voyez un peu la nuance? Là, le but, c'était ce qu'on voulait montrer, c'était à quoi sert l'importune bêta 1. Parce que s'il y en a encore, bah, tu vas pas pouvoir déterminer à quoi il servait. Est-ce que c'est clair? Pour la question 9, bah, vous voyez que votre technique de siRNA a fonctionné, mais pas à 100%. Et donc, vu qu'elle n'a pas fonctionné à 100%, ça dépend des fois, hein, mais cette expression résiduelle, elle pourrait cacher le phénotype de délétion de l'importune bêta 1. Donc, c'est pour ça que quand vous faites un siRNA, il faut toujours faire RT-PCR ressemblante. Pour un, vérifier le taux de transfert, le taux de transcrit, deux, vérifier le taux de protéines restantes. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce qu'il était vraiment démoniaque cet exercice? Ça a été quand même, vous avez encore des questions sur cet exo, ou même sur un autre exo, ou sur la théorie, ou sur quoi autre chose? Madame, vous pouvez revenir au tableau de l'exercice 3. Un à 3. Le tableau de l'exercice 3, la cinquième question. Après. Le tableau, oui, parce que j'ai pas pu tout prendre en note. Oui, pas de souci, mais C'est bon, merci. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Continuons l'exercice 4. Alors là, ce que vous voyez à 21-25 nucléotides, c'est votre ARN double bras qui a été coupé par un diffère. Donc 21-25 paires de base, bah forcément c'est spécifique de l'importune bêta. Ici, vous avez utilisé une sonde de l'importune bêta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi.